L'auteur nous indique que la part de fortune est l'un des aspects les plus étonnants de l'astrologie et aussi le plus déroutant. Effectivement, il est souvent défini d'une façon très superficielle, mais c'est un point particulier de l'horoscope qui nous donne, je suis assez d'accord avec lui, qui nous donne beaucoup de sens et de profondeur. Avec le recul, avec le temps, on s'aperçoit que la part de fortune recèle de véritables trésors, un peu à la manière de Chiron, et puis à la manière, on va dire, de la lecture ésotérique des symboles. Donc, comme vous le savez, même si l'homme passe par des hauts et des bas, des épreuves, des tourments, il est soutenu toujours par une lueur d'espoir. C'est l'idée que y a toujours quelque chose qui va lui indiquer la voie de l'ultime réussite et de sa destinée. L'auteur nous dit que quand les événements lui sont contraires, l'homme sait très bien au fond de lui que il faut attendre des jours meilleurs et qu'il y a des jours meilleurs qui peuvent l'attendre. Alors bien sûr, dans les bons moments, nous sommes remplis de joie et nous pouvons avoir les pensées et des émotions qui se rapprochent des activités que nous souhaitons. Et cela va toujours aller davantage dans le but qui anime le cœur de l'être. Alors au-delà des besoins passagers, tout homme possède en lui des aspirations fondamentales. C'est en se référant à ces idéaux qu'il peut distinguer le vrai du faux. Par exemple, en se soustrayant à ses références intérieures, il perd ce sens du vrai et du faux, alors qu'il pourrait aisément voir ce qui le pousse vers des idéaux plus élevés et de voir aussi ce qui est juste là pour l'écarter de ce qui est mauvais. Alors il y a une conception du vrai et du faux qui représente moins pour chaque individu un produit de la morale de l'environnement. Effectivement, c'est l'environnement social qui est un moyen pour l'être humain de reconnaître ce qu'il a défini comme étant la perfection absolue, qui constitue sa voie propre, ou pas d'ailleurs. Alors, bien sûr que suivre cette morale intérieure, si j'ose dire, ou cet idéal de perfection, donne une vie heureuse. Alors, bien sûr, dans le livre, on nous dit qu'aucun d'entre nous n'est trop âgé, ou assez las ou stupide pour croire au conte de fées ou en la présence de Dieu, et pour espérer une ultime perfection en un quelque rêve lointain, un peu au-delà de l'horizon de son imagination. Voilà ce que l'auteur nous livre, et c'est pour lui une valeur intangible de l'espoir qui donne à l'homme non seulement son goût pour la vie et son désir de l'accomplir en dépassant des réalisations actuelles, mais aussi c'est le fait d'avoir une confiance inébranlable dans l'issue optimiste de sa destinée. Chacun d'entre nous sait de manière innée qu'en finalité il y a un trésor qui nous attend au pied de notre arc-en-ciel et que pour l'atteindre, chacun doit accepter de traverser les tempêtes de la vie pour devenir le capitaine de son propre bateau. Ce sont des épreuves, des tests conséquents à endurer très souvent, autant que les vagues de l'océan qu'il faut pour traverser et arriver dans une terre promise. Donc la maîtrise de l'obstacle rencontré sur le chemin vers l'idéal, en fait, nous rapproche du rivage. Schulman nous dit que les moments de la vie où l'on se sent parfaitement à sa place sont peu nombreux, comparativement à ceux où l'on a l'impression de passer notre temps à poursuivre un but. Parfois d'ailleurs on perd le compas et l'on s'égare. Donc c'est un sentiment, j'ajoute que c'est un sentiment qui peut être commun et donc qui est naturel et qui est normal. Cependant, fondamentalement, l'essence pure de l'idéal est toujours présente. Certains la voient, certains la voient pas. De même que la joie de vivre est là, si l'on choisit de la prendre à son bord. C'est pour ça que je fais une parenthèse, mais je vous invite à... je l'ai fait volontairement. Je vous invite à écouter les audios que j'ai pu faire sur Choisir la joie de Soya Roman, qui est fantastique. Cet ouvrage, c'est un bel ouvrage de développement personnel, mais qui ramène du sens et qui ramène à l'essentiel. Donc revenons à la part de fortune avec Schulman. Pour certains, il nous dit-il, ce grand bonheur, le grand bonheur qui peut être éprouvé, c'est d'être pour d'autres quelque chose alors lui il associe ça à quelque chose d'ésotérique ou quelque chose de tout à fait
illuminant spirituellement. Bon, je ne serai pas d'accord vis-à-vis des autres. Et pour beaucoup de gens, cela peut être extrêmement simple, comme de s'offrir du temps à soi-même, ou d'être soi-même. De s'offrir le temps d'être soi-même, pardon. Donc voilà, ça dépend de quel côté on se place. Les idéaux de bien-être sont évidemment multiples et variés, et c'est pour cette raison que chacun d'entre nous a suffisamment d'espace dans la vie et aussi d'alternatives pour personnaliser à sa manière l'idéal susceptible de lui apporter le plus grand sentiment de joie et de satisfaction. Alors un poète a écrit « Aucun homme n'est une île ». Ainsi, définir ses plus grands idéaux n'est pas une chose aisée. C'est pourquoi l'astrologie peut être d'un excellent recours. On se trouve confronté à des facteurs extérieurs à soi aussi bien qu'à ceux qui nous habitent avant de rencontrer un concours de circonstances particuliers qui mettent en évidence la véritable aspiration de l'âme. Le plus grand obstacle que l'on ait à surmonter sur cette voie est le maintien d'une certaine cohésion entre les mondes intérieurs et extérieurs. L'harmonie du monde extérieur dépend de celle existant à l'intérieur, grâce à laquelle nous pouvons connaître les buts et les idéaux qui nous ouvrent la porte du bonheur. C'est la source de tous les bienfaits. Or, dans le langage astrologique, cette dernière correspond à la part de fortune. L'auteur insiste, il nous dit c'est là que l'expression du plus grand sentiment de confort que l'on peut éprouver peut se révéler. Et pour chacun, à sa place, permettre à chacun d'être à sa place dans sa vie, pardon. C'est là le lieu d'expression qui représente aussi l'endroit où on sent le mieux le cœur de son être. Ça, c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant et je suis absolument d'accord avec lui. Les objectifs et les idéaux que l'on désire atteindre dans une vie sont parfois susceptibles de nous occuper toute sa durée. Ceux qui sont suffisamment chanceux pour toucher cette précieuse vibration assez tôt ont généralement connu beaucoup de luttes dans un laps de temps relativement court. Mais pour d'autres, il est assez clair que la part de fortune peut s'exprimer de manière beaucoup plus évidente ou plus prégnante dans la deuxième partie de la vie, plutôt que dans la jeunesse. Voilà, ça c'est vous qui pourrez le dire, et je vous remercie de laisser des commentaires par rapport à ça, pour voir comment vous l'avez vécu. À cause de sa nature particulière et de la promesse de bien-être qu'elle contient, la part de fortune représente dans l'horoscope cet endroit où chacun d'entre nous sait au fond de lui qu'il ne doit pas faire de compromis au niveau de ses idéaux. Il n'est pas seulement confronté à ses propres conflits, mais aussi à ceux de son entourage afin de vivre intérieurement et d'exprimer extérieurement la véritable beauté potentielle qu'il perçoit. Donc retenez bien ce point, il est très important. Nous devons donc tenir compte de tout ce qui se passe pour nous-mêmes et autour de nous-mêmes dans notre environnement proche à partir de ce point. Le premier facteur auquel on se trouve confronté sur le chemin de l'idéal est la compréhension de notre nature solaire. À travers le signe solaire, on doit apprendre qui l'on est, voir ce à quoi l'on tient et établir une vibration très positive de son identité, afin qu'elle puisse s'harmoniser toujours mieux avec tout ce que la vie nous a donné. Il faut donc accepter de regarder en face les parties les plus lumineuses de soi qui sont réellement moins positives. Alors, oui, afin qu'on puisse les étudier. Bon, c'est pas très bien traduit, là, pardonnez-moi, je suis en train de faire une paraphrase, mais il faut d'abord apprendre à stimuler en nous les éléments positifs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doute à s'identifier à eux. Bien sûr qu'on doit accepter ce que l'univers a voulu nous signifier en tant que créature unique, divine, et en même temps discipliner notre nature inférieure qui draine la vitalité et nous détourne parfois de l'expression de nos potentialités les plus élevées. Donc c'est bien à travers le signe solaire qu'on doit savoir qui l'on est, non pas en fonction de ce que les autres pensent ou disent, mais en étant authentique vis-à-vis des potentialités que nous pouvons révéler.
Nous sommes donc confrontés à l'énorme tâche d'être à la fois indulgents et stricts envers nous-mêmes. Un peu comme une plante qui fleurit, nous devons apprendre à nous tourner vers les rayons du soleil. Donc là, je pense directement au tournesol, tout en restant fermement enracinés dans ce qui deviendra le centre de notre être. Nous ne devons pas nier notre propre force, nous devons reconnaître nos faiblesses et les affronter. Il faut que l'individu apprenne à rayonner tout ce qu'il est pour qu'il y ait croissance. Nous avons la capacité d'être un reflet plus pur de l'énergie et de la beauté de notre être. Dans le signe lunaire, nous dit l'auteur, nous sommes confrontés à des éléments très différents de notre nature. On doit apprendre à travers eux à réagir judicieusement au niveau émotionnel et à toutes les forces stimulatrices de la vie. C'est à force d'entraînement que nous apprendrons à trouver des réponses qui font alors partie intégrante de nos attitudes. Les tests les plus importants auxquels nous sommes soumis dans la vie se trouvent dans notre environnement, dans nos propres environnements, famille, travail, etc. Et en faisant l'expérience des saisons et des fluctuations intérieures, il nous faut apprendre à manœuvrer pour réaliser et maintenir un reflet assez clair de soi, mais aussi aux yeux des autres. Élever sa conscience à travers la position de la Lune est en vérité une tâche très difficile. Cela ne signifie pas que l'individu doive se maîtriser émotionnellement, mais plutôt qu'il doit trouver l'harmonie sur ce plan. Et ce n'est souvent pas du tout la même chose. Contrôler ses émotions vis-à-vis des facteurs extérieurs à soi-même, c'est un peu comme utiliser un parapluie lorsqu'il pleut. On préférerait ne pas emporter de parapluie encombrant, mais aussi avoir le choix de la pluie ou du beau temps, et faire en sorte que, si l'on n'a pas envie, qu'il ne pleuve pas. La véritable harmonie émotionnelle vient aussi de ce que l'on reconnaît qu'on ne peut pas changer le temps, mais aussi qu'on peut tout à fait modifier la manière de s'y adapter. Le signe solaire représente les facteurs qui sont l'essence de l'individu. C'est le don, celui qui rend unique. À travers le signe lunaire, on apprend à s'adapter aux fluctuations du monde. La Lune est l'entrepôt des habitudes acquises pour survivre, et l'homme se mesure au monde dans lequel il vit et essaye de maintenir un équilibre entre ses besoins de nourrir son signe solaire et ceux que la société l'autorise à combler à un moment donné. À travers le signe lunaire, on considère les besoins et les opinions des autres, et par une réponse appropriée, on les satisfait autant que soi-même. L'équilibre entre les émotions ressenties par la Lune et les besoins du Soleil, ainsi que leur intégration, constitue une nouvelle forme d'être qui permet à l'individu de faire une expérience de l'objectif clair et unique de sa vie. Ce sentiment neuf ouvre l'individu à une conscience des idéaux fondamentaux qui le structurent dans la voie vers son objectif. Ne considérer que le Soleil et la Lune comme facteurs menant l'individu à un équilibre intérieur serait l'indice de notre ignorance d'une loi universelle, celle de l'accord parfait du 3. En effet, tout élément binaire dans la nature crée un déséquilibre. Voyez les plateaux posés d'une balance, l'un est en haut, l'autre est en bas. La polarité positive et négative n'existe que lorsque deux facteurs seulement sont en jeu. Les choses nous semblent vraies ou fausses, noires ou blanches, supérieures ou encore inférieures. On parle de droite à gauche, d'est en ouest, de grandes ou de petites, de déterminantes ou de secondaires, et la liste pourrait s'allonger. Mais ce n'est que lorsque l'on prend en considération la loi du trinaire que l'harmonie parfaite et l'équilibre peuvent être atteints. C'est au sommet du point culminant de la pyramide que le pouvoir est focalisé. Sur l'axe au centre de la balance, on peut lire l'équilibre des charges. Le concept de Dieu est souvent représenté dans le monde occidental sous la forme de la Trinité. Les relations entre les gens ne fonctionnent agréablement qu'en présence d'une puissance divine supérieure. Et les deux faces d'une pièce de monnaie n'ont pas de signification sans un troisième facteur lié fondamentalement à la signification même de l'argent. La loi trinaire est présente partout en astrologie.
Chaque signe du zodiaque est divisé en 3 parties ou décans. Il y a 30 degrés dans chaque signe, 3 fois 10. Chaque cadran du zodiaque contient 3 signes et représente les saisons de l'année. Il y a 3 qualités, comme vous le savez, dans les éléments, que l'on commence par cardinal, fixe et mutable. C'est l'aspect du grand trigone, de par sa divine protection, qui semble rayonner et toujours aider l'individu à se tenir sur ses pieds. Il est d'ailleurs symbolisé par 3 points. La science de la géométrie à laquelle l'astrologie est directement liée a permis à tout individu de construire matériellement le triangle, qui est l'une des plus puissantes structures architecturales dans le domaine de la construction. L'ascendant est le 3e facteur qui équilibre les signes du Soleil et de la Lune. Toutes les énergies planétaires sont expérimentées et exprimées à travers l'ascendant. C'est ici particulièrement que l'attraction entre le Soleil et la Lune sera ressentie le plus intensément. On développe donc la personnalité qui permet d'équilibrer agréablement les besoins et les sentiments. Aussi, les difficultés rencontrées dans le monde extérieur obligent généralement la plupart des gens à utiliser l'ascendant pour harmoniser les énergies de la Lune, aux dépens de celles du Soleil. C'est pourquoi on dit que la personnalité est développée à l'ascendant, et qu'ici peut être utilisée aussi une façade qui va servir d'intermédiaire pour tempérer les sentiments d'un individu et de tout ce qu'il croit que les autres devraient penser ou pensent. Cela lui fait focaliser beaucoup d'attention sur la Lune, mais cela dévoile aussi les besoins du signe solaire. L'auteur nous confirme que quand la personnalité est symbolisée par l'ascendant et la vie émotionnelle ordinaire, par la Lune, eh bien, lorsque ceux-ci sont prépondérants par rapport au Soleil, nous sommes dans une situation où, à la base de la pyramide, il y a plus d'importance que son sommet. Et cette base est là pour soutenir l'apex et non le contraire. Pour retrouver l'équilibre, l'individu doit devenir de plus en plus conscient de la puissance de son signe solaire. La meilleure manière d'y parvenir astrologiquement est de dresser une carte du ciel avec le soleil sur l'ascendant, ou de placer mentalement le soleil à cet endroit. En mettant le soleil en conjonction avec l'ascendant, ça je trouve ça aussi fantastique. Bien sûr, nous avons donc une personnalité de l'individu qui se met au diapason des besoins solaires. Ainsi, nous augmentons l'importance, ne laissant pas la personnalité agir indépendamment de lui. Maintenant, les deux doivent travailler dans un but commun. Évidemment, cela modifie souvent l'importance de la Lune. Et si l'ascendant fonctionne à présent comme un produit du Soleil, il n'est plus une façade pour la Lune. C'est donc elle qui doit maintenant coopérer avec ce nouvel ensemble. Puisque tout cela représente la puissance et le potentiel de l'individu. Pour aller plus loin dans l'analogie, on peut dire que si on parle du saule et que le tronc représente le soleil et qu'il a été transplanté à l'ascendant, alors des feuilles qui peuvent correspondre aux besoins émotionnels de la lune doivent aussi bouger dans les mêmes proportions. Bon. On ne peut pas en séparer les parties. Alors j'ai passé différents petits paragraphes qui sont ni plus ni moins que des schémas, mais pas spécialement explicites. Je vais résumer cela en disant que la part de fortune représente cet endroit dans l'horoscope où justement la conversation entre le soleil et la lune se fait merveilleusement bien et dans un rapport qui va permettre qui va faciliter l'individu et lui permettre de porter un intérêt sur un point précis. C'est un peu comme la planète Jupiter. L'auteur nous dit que la part de fortune promet l'abondance et qu'elle contient dans un sens plus large davantage de l'être individuel qu'il ne pourrait comporter ou récupérer d'une autre planète. Donc c'est vraiment pour ça qu'elle s'appelle la part de fortune. Comme il y existe la part du mariage, la part de la réussite, etc., la part de la santé, etc., etc.
Chaque individu possède un ego, et un ego idéal. Alors la manière la plus simple de définir le premier est de dire qu'il est ce que la personne pense d'elle-même. Que l'idée qu'elle se fait soit ou non correcte, la manière dont elle se perçoit devient son ego. Parallèlement, son ego idéal est constitué des pensées représentant tout ce qu'elle aimerait être et ce qu'elle n'est pas. Ainsi, c'est toujours plus évocateur que le premier, car il implique des rêves d'accomplissement. Effectivement, il y a une prolongation là. Les résultats, c'est que lorsque l'on se regarde, on voit l'ego idéal et tout ce que l'on aimerait être, mais aussi l'autre, sachant tout ce que notre ego n'est pas vraiment. Il y a un écart entre les deux. Cela donc nous motive en tant qu'individu pour aller au-delà de ce qui se situe naturellement à notre portée. Et on dit que l'ego change lui-même d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, suivant ce que nous, en tant qu'individus, nous faisons, nous sommes dans notre environnement, selon ce qui nous arrive, selon ce que nous vivons. L'ego idéal constitue pourtant davantage qu'un point fictif dans l'esprit, c'est le monde et la destinée de l'individu. Schulman nous dit qu'il symbolise cette partie du soi qu'on croit pouvoir actualiser si l'on pouvait l'atteindre. C'est l'ego idéal qui représente quelque chose auquel on aspire intérieurement, dont l'heureuse concrétisation pourrait se réaliser en trouvant l'harmonie promise par la part de fortune. Donc là, c'est une belle recette qui nous est donnée.